invité, Bérangère Cernon. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Paris et vous étiez ce matin gare de Lyon pour cette opération. Il y avait eu un appel effectivement à un rassemblement devant le siège de la RATP, puis après il y a eu donc cette opération coup de poing, opération coup de surprise, avec des grévistes qui se sont introduits dans le métro parisien sur l'une des seules lignes qui fonctionne, la ligne 1. Il y a une perturbation d'une vingtaine de minutes et puis après un rassemblement sur le parvis et des voyageurs ont été perturbés dans la prise de leur train. Il y a eu un message envoyé par les grévistes et notamment par Sudrail. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de Noël, il n'y aura pas... Enfin voilà, ça c'est hors de question, c'est tout. Malheureusement, c'est foutu pour Noël. Moi je suis à 1350 € aujourd'hui de perdu. Et j'ai plus de Noël, moi. Mes enfants, j'en ai deux, de 4 et 7 ans. Ils n'auront pas de Noël malheureusement, mais j'espère leur offrir une retraite pour plus tard. C'est pour ça qu'on se bat, on est mobilisés. En tout cas, on montre qu'on est déterminés. Ces actions-là vont se multiplier. Et ben voilà, le message est clair. Est-ce que vous pouvez nous préciser le fond de cette pensée? Ça veut dire quoi? Il y aura pas mal d'opérations coup de poing tout au long des vacances de Noël? Écoutez, le gouvernement a décidé peut-être de prendre des vacances, je ne sais pas, mais en tout cas on ne les entend pas beaucoup. La seule chose qu'il nous annonce, c'est un calendrier. Clairement, ça ne nous va pas du tout. On est toujours mobilisés, on est toujours contre ce projet. Et oui, des actions, alors peut-être pas de blocage, mais en tout cas des actions coup de poing pour être visibles, pour se faire entendre et puis pour que ce gouvernement comprenne bien que nous on est déterminés et on est déterminés à aller jusqu'au bout. Parce qu'il a tendance, les grèves ça suffit pas? Aujourd'hui, on le voit, les grèves ne suffisent plus puisque le Premier ministre, pour continuer dans sa provocation, a même déclaré que pour l'instant, on n'était pas dans un état de blocage et que donc il n'y avait pas lieu de négocier ou lieu de lâcher des choses pour les grévistes. Donc à partir du moment où eux veulent montrer les muscles et attendent des situations, je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent qu'on revive la même chose que ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes, j'en sais rien, mais qu'il soit clair dès le début. Voilà, nous on a mis beaucoup d'argent sur la table parce que les jours de grève, on n'est pas payé. Hein. Pour ma part, c'est à peu près 100 € par jour que je perds. Voilà, s'ils ont décidé d'aller jusqu'au clash, et on va aller jusqu'au clash. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé précisément ce matin? Vous aviez rendez-vous donc devant le siège de la RATP. Voilà, c'est là que vous vous mettez d'accord sur le fait de... Il y avait un rassemblement devant le siège de la RATP. Bon, bien évidemment, on a été accueillis par les CRS et la gendarmerie qui nous ont empêchés de rentrer à l'intérieur. Voilà, donc derrière a été décidé de faire une petite manifestation dans la gare. Rien de bien méchant, il y a eu quelques fumigènes d'allumés, quelques torches. Par contre, les CRS, eux, ont pris la décision de tout bloquer, de nous enfermer au niveau des métros. C'est une manifestation qui n'est pas déclarée, donc totalement illégale. Donc les forces de l'ordre interviennent comme à chaque fois lorsqu'il y a une manifestation illégale qui se déroule. Oui, sauf que je pense que les cheminots, c'est pas leur première manifestation, c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations dans une gare, c'est pas la première fois qu'il y a des grèves. Faire intervenir clairement des CRS dans une bouche de métro, c'est tout sauf une bonne idée. Il y a plein de voyageurs, il y a plein de gens avec des enfants, avec des valises. Oui, mais votre but là, quand vous vous interdisez dans le métro de la ligne 1, c'est juste de faire du bruit, d'être visible, de se faire voir, de se faire entendre. Est-ce que c'est d'empêcher les voyageurs de monter dans les rames? Bien sûr que non. La décision de ne plus faire rouler de métro sur la ligne 1, c'est pas les cheminots qui ont pris cette décision, c'est pas les cheminots qui ont bloqué le métro, c'est la direction de la RATP en lien avec les forces de l'ordre qui ont décidé d'arrêter la circulation de ces métros. Oui, peut-être. Quand on voit les images, on se dit que c'était peut-être pas raisonnable de laisser le trafic continuer. Oui, là on parle de fumée, j'ose espérer quand même qu'avec un peu de fumée... panique, surtout dans un endroit aussi confiné. Après que ça puisse créer des mouvements de panique, ça on peut bien l'entendre, mais je pense que clairement le fait de faire intervenir des CRS comme ça à l'intérieur du métro, ça crée plus de mouvements de panique que de simples fumigènes. Alors, la RATP a tout de suite réagi évidemment pour informer les voyageurs qu'il y avait une perturbation sur la ligne 1 pour des actes de malveillance. Oui, je pense qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est un acte de malveillance. Il y aurait eu des gens qui auraient bloqué les portes du métro, il y aurait des gens qui auraient fait de la casse. Là oui, on peut parler d'acte de malveillance. Là, des gens qui manifestent, si ça c'est un acte de malveillance... Mais vous avez vu qu'il y avait trois grévistes qui se sont introduits sur les rails, qui se sont mis en danger. Là aussi, c'est la RATP qui en parle. C'est-à-dire que sur les rails, c'est pour empêcher les rames de métro honnêtement, de rouler. je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient allés sur les rails du métro, parce que ces rails sont électrifiés et on sait pertinemment que on risque d'être électrisé. D'après ce qu'on nous dit à l'AFP, 3 personnes se sont introduites sur les rames et se mettant en danger. Écoutez, si ça a été le cas, je pense que c'est de l'inconscience, parce que oui, clairement, les risques là, pour le coup, c'est bien plus que de risquer de bloquer un métro, c'est de finir, c'est de finir dans une boîte et le risque est de se faire électrocuter et de mourir. Donc
Et après, on continue le fil de la journée. Donc là, vous avez fait cette opération sur la ligne 1. Ensuite, vous venez sur le parvis. Voilà, on avait décidé de partir faire une petite manifestation dans les rues de Paris. Rien de bien exceptionnel non plus. Et puis là, sorti du parvis de la gare de Lyon, on a eu le droit à plusieurs compagnies de CRS qui ont commencé à nasser certains manifestants. Mais il y a d'autres manifestants qui sont arrivés. Du coup, ils se sont fait déborder. Il y a eu quelques coups de matraque, il y a eu quelques coups de gaz lacrymo. Ah, voilà, je trouve qu'on est dans une drôle de situation. Et honnêtement, je trouve que les forces de l'ordre réagissent de manière complètement démesurée et de manière totalement disproportionnée. Je pense qu'eux aussi peuvent comprendre qu'ils ne sont pas dans ce régime de retraite universelle. Je pense que c'est pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas si bien que ça. Et donc, ils pourraient aussi être un petit peu compréhensifs de ce qu'on vit, nous, en tant que cheminots, pour nos familles, pour nos enfants. Je pense que c'est des gens qui ont une famille et des enfants aussi. Et je pense qu'il ferait bien de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Vous parlez d'une drôle de situation. Est-ce que c'est parce que la centrale, et en l'occurrence Philippe Martinez, pour ne pas le citer, semble avoir laissé un peu la base livrée à elle-même entre maintenant et puis le 9 janvier où il y aura une grande mobilisation? Est-ce que c'est votre seul moyen disons d'exister dans cette période-là parce que non, c'est pas notre seul moyen puisqu'il y a une semaine, il y a eu un communiqué commun de la Fédération des cheminots, des transports, de la mine et énergie et de la pétrochimie qui avait dit si dans une semaine les choses ne bougent pas, on durcira le ton. Donc vous voyez que on est en plein dedans et qu'on n'a pas été entre guillemets livré à nous-mêmes. Après, ce qu'a déclaré M. Martinez, c'est un communiqué de l'intersyndical. C'est pas un communiqué de la CGT, c'était bien un communiqué de l'intersyndical. Et donc en ce qui concerne la CGT, il y aura des actions. Il y en a notamment une prochaine prévue le samedi 28 décembre. Donc voilà, on n'est pas livré à nous-mêmes et vous inquiétez pas, la CGT n'est pas débordée par la base. Au contraire, elle la suit. On est en lien permanent et il n'y a aucun sujet sur ce cas-là. Et vous regrettez, vous personnellement, que les négociations ne se poursuivent pas en ce moment, pendant cette période de fête? Parce qu'en gros, ça fait 15 jours de perdu. Bien sûr, ça fait... oui, on comprend pas. Mais vous êtes intervenu auprès de vos instances Vous n'avez pas de contact avec la SNCF, là? Il n'y a pas de réunion prévue Non, il n'y a aucune réunion de prévue. Les seules réunions qu'on a eues pour le moment, c'était pour nous expliquer comment allait s'appliquer la réforme. Donc en termes de négociation, ça fait un peu léger quand même sur le sujet. Et puis ça nous fait un peu rire parce que d'un côté, on nous parle d'un système universel où tout le monde serait sur les mêmes règles. Et puis de l'autre côté, maintenant, on est reçu entreprise par entreprise pour savoir quel point négocier. Enfin, on voit là que le gouvernement est un peu en train de patauger. Ça s'appelle une main tendue, ça, quand on voit entreprise par entreprise, métier par métier. Oui, mais nous, faut bien que le gouvernement comprenne que nous, cheminots, mais c'est pareil pour les agents RATP, pour les électriciens, pour les gaziers, pour les raffineurs, etc., etc. On ne se bat pas pour nous, mais on se bat bien pour l'ensemble des salariés français. On n'est pas prêt à sacrifier des générations, on n'est pas prêt à sacrifier des salariés. Il en est hors de question. Soit s'il y a une négociation globale avec M. Édouard Philippe et à l'époque M. Delevoye, mais entre-temps il y a eu du changement, soit il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas possible de négocier entreprise par entreprise. On ne peut pas nous expliquer que d'un côté, on supprime justement les régimes spéciaux pour avoir un système universel et harmonisé, et puis dans le même temps nous dire que finalement on va négocier entreprise par entreprise. Vous voyez bien que c'est un paradoxe. Elles existent ces négociations sur la transition avant d'arriver au régime de points à 100%. Il y a eu des concessions. Alors il y a eu des réunions de fait, parce que négociations, on en est loin. Pour le moment, alors on parle de la génération 75 pour les agents qui sont ce qu'on appelle contractuels chez nous, c'est-à-dire qui sont en CDI, puisqu'on n'est pas tous recrutés au statut. Au-delà de 30 ans, on n'est plus recrutés au statut. Après, on parle de la génération 80 pour les agents sédentaires et 85 pour les agents roulants. Mais voilà, c'est les seules choses dont on nous parle. Après, on nous parle de... Ça fait déjà pas mal de monde, non? Ça fait pas mal de monde, mais vous prenez... moi, par exemple, je suis génération 88. Ouais. Vous me dites quoi? Tant pis pour toi, t'as pas de chance, t'es pas né au bon moment. Ah oui, non, mais c'est sûr que... C'est quand même... je vais avoir fait grève 19 jours avec mes collègues et ils vont me dire une petite tape dans le dos, tant pis pour toi, c'est pas de chance. Ce qu'on comprend, pardon... Non, mais juste pour vous répondre, normalement, les droits acquis, on n'y touche pas. Donc, effectivement, c'est ce qui vous reste jusqu'à la retraite qui serait soumis au régime à points. Tout à fait. À moins qu'il y ait des compensations, en effet, les régimes spéciaux, ils perdent. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que quand même, on a déjà retardé la borne pour la RATP et la SNCF, parce que pour l'instant, ce sont quand même les deux régimes spéciaux qui reçoivent le plus de gages qu'on va garder leur situation plus ou moins égale à celle qu'elle est aujourd'hui. Et votre pension, je crois, d'après les négociations, vous ne baisserait pas parce qu'elle serait compensée, les droits que vous avez acquis. S'il y a une différence avec le nouveau régime, normalement, votre pension ne baisserait pas. C'est pas ce que vous avez compris dans la négociation? Alors ça, c'est ce qui a en effet été dit, mais uniquement pour les conducteurs de train.
Oui, Une nouvelle fois, c'est uniquement pour les conducteurs de train. Tous les autres agents. Même vous êtes. Je suis conducteur de train. Je suis conducteur de train. Maintenant, vous savez, des belles promesses. Moi, j'en ai connu beaucoup. Je suis rentré dans l'entreprise, je vais partir à 50 ans. Je vous fais pas de dessin aujourd'hui, c'est 64. Donc, vous voyez, des belles promesses, j'en ai connu plein. On m'a toujours expliqué toutes les 64 vous n'êtes pas nouvel arrivant. Vous avez le statut du... Vous avez le statut. J'ai le statut, d'accord, mais le Avec décalage de l'âge. Déjà aujourd'hui, non, mais il y aura des critères de pénibilité qui seront pris en compte. Pour l'instant, moi je les attends. Vous n'avez pas de garantie. Aujourd'hui, dans tous les cas, si je voulais partir aujourd'hui, dans tous les cas, ce serait pas 52 ans, ce serait 57 ans. Si je voulais partir à temps plein. 64. Vous imaginez bien qu'avec la réforme, si tout le monde est sur le même régime, même avec les compensations, les machins, les trucs, il y a un moment où on va bien forcément se retrouver à 64 ans. Là, vous êtes inquiet. On est inquiet, et puis surtout, on est sur. Pour nous, c'est du maquillage, tout ce qui est annoncé. Ça permet d'éviter de parler du fond du débat, qui est la mise en place d'une retraite par points, et qui est un changement profond dans le modèle social français. Alors, ce que vous nous dites, là, ce qu'on a compris quand vous nous avez expliqué de l'opération coup de poing que vous avez menée ce matin, vous avez prononcé le nom d'Édouard Philippe. C'est un avertissement au gouvernement. Pas du tout à vos leaders syndicaux en disant eh oh, on est là pendant 15 jours. Ah non, comme je vous l'ai dit, nous, il n'y a aucun problème entre la tête et le bas. On est en lien permanent, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dissension. Parce que écoutez juste ce que disait Éric Coquerel, donc député de la France Insoumise, qui était avec vous ce matin. Il l'a fait savoir sur Twitter. Alors non pas sur cette opération coup de poing dans le métro de la ligne 1, mais pendant les manifestations préalables, il y était, et voilà ce qu'il déclarait ce matin. Il y a plein d'AG qui ne suivent pas ce que disent l'UNSA cheminot, d'accord ? Je pense que, et pas forcément en désaccord avec les directions syndicales, mais ce mouvement, il est très lié à ce que décident les AG locales. Si vous ne le comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qu'est ce mouvement. Je peux vous assurer que les grévistes s'organisent largement entre eux et que si un syndicat, c'est ce qui vient de se passer un petit peu avec l'UNSA cheminot, vient les voir en disant maintenant on reprend le travail ou on fait une trêve et qu'ils trouvent que les résultats ne sont pas bons, je vous assure que ça va continuer. Là, c'est pour l'UNSA, effectivement, qui, au niveau national, avait appelé à une pause. La base a dit, mais nous, on n'est absolument pas d'accord, on continue. Est-ce que le raisonnement ou la démonstration d'Éric Coquerel, c'est vrai, effectivement ce qui se passe sur le terrain? Oui, tout à fait. Vous prenez l'exemple chez nous, sur Paris Sud-Est, sur la gare de Lyon. L'UNSA a refusé cette trêve et est toujours dans le combat, dans le conflit. Maintenant, nous, c'est ce qu'on dit toujours, en tant que syndicaliste, l'unité, avant toute chose, c'est sur le terrain que ça se gagne. C'est avec les salariés, au-delà de l'étiquette, au-delà des dissensions qu'il peut y avoir avec les uns ou les autres. C'est vraiment sur le terrain que les choses se construisent et que se fait la lutte. Et sur le terrain, là, l'unité, elle est... Sur le terrain, l'unité est toujours là. Les salariés sont toujours serrés entre eux. On est unis parce qu'on sait que face à ce gouvernement, justement, eux jouent sur la désunion. Au départ, ils opposaient régime spécial et puis régime général. Et puis après, là, ils ont essayé d'opposer les générations. C'est quelque chose qui ne prend pas, en tout cas, au niveau des salariés qui sont aujourd'hui dans le conflit. Et voilà, nous, on reste unis. Si eux, en haut, visiblement, il y a des fissures, et nous, c'est pas le cas. D'habitude, quand arrive ce type d'événement, c'est-à-dire un blocage comme ça, en plus au moment de départ en vacances, les Français réagissent beaucoup. C'est-à-dire que face à ça, il y en a qui sont pour et qui disent bah oui, bien sûr, ils ont eu raison. Et puis il y en a d'autres qui disent mais arrêtez, etc. Enfin, en d'autres termes, ça réagit beaucoup. On en parle beaucoup. Or là, et je viens encore de regarder, en fait, les Français n'en parlent pas. Ceux qui parlent de ce qui s'est passé ce matin, c'est évidemment les médias. Et puis finalement, tous ceux qui sont dans le giron syndical, mais rien d'autre. En fait, ça n'a pas dépassé une forme d'entre-soi. Vous l'expliquez comment ? Je pense que malheureusement, les gens ont beaucoup appris du mouvement des Gilets jaunes. Et les seules fois où M. Macron a bien voulu prendre la parole et a fait des annonces à l'encontre de ces gens qui étaient dans la lutte, ça a été quand il y a eu de la violence. Et je pense que malheureusement, les gens s'habituent à cette violence et se disent que face à un mur, on n'a pas d'autre choix que de le casser. Voilà, c'est malheureux, c'est malheureux parce qu'en arriver jusque-là, c'est dramatique. Peut y avoir des drames. Il y a eu des drames, des mains arrachées, des yeux crevés, voilà. Mais vous espérez obtenir des choses différemment. Mais bien sûr, quand on a une grève qui est dure, qui est suivie, quand on a une opinion publique qui soutient ce mouvement, le gouvernement, quel est son rôle ? Le soutien est un peu en recul. Le soutien, c'est contre il existe toujours, mais il est alors après, c'est contre les régimes spéciaux. Et puis après, faut analyser ces sondages aussi, parce que être contre ce régime, vous prenez la partie salariée, une très grande majorité y opposée. Par contre, au niveau des retraités, ils seraient plutôt pour, parce que ils se rendent bien compte qu'ils ont peur d'avoir eux aussi une baisse de leur pension. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder, c'est un ensemble. Et je pense que le gouvernement, son rôle, c'est pas de dire j'ai été élu.
j'appliquerai mon programme coûte que coûte, et puis tant pis ce qui se passe, tout le reste, tous les à côté, moi j'en parle pas, je veux pas en entendre parler, Son et je rôle, continue. c'est Et d'écouter puis surtout, les citoyens. il faut être clair avec les gens, il faut être honnête. Quand on parle d'une réforme, nous, quand on propose une réforme, c'est une réforme de progrès social. On va vers le progrès social. Là, je suis désolé, ce n'est pas une réforme vers le progrès social, mais bien une régression sociale. Et il faut appeler un chat un chat. C'est une régression sociale. Je voudrais poser une question là-dessus, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est en gros, où j'ai mal compris, vous disiez ça remet en cause le système par répartition. Non, pas par répartition, mais en tout cas, ce que nous connaissons aujourd'hui à prestation définie, en tout cas, demain, on est sur une prestation non définie pour le coup. Et là, vous dites à l'instant, il n'y a aucun progrès social, etc. J'ai juste une question à vous poser, même si vous êtes en désaccord avec cette centrale, il y a quand même des points communs, vous avez manifesté ensemble il y a quelques jours, etc. Mais vous considérez, par exemple, que la CFDT, qui a inventé le système à points, ça vient de la CFDT. Vous considérez que c'est une organisation, je sais pas, ultralibérale, qui voudrait aider les fonds de pension Non, mais je pense qu'ils se sont un peu égarés. Vous savez, aujourd'hui, on a le meilleur système de retraite au monde. C'est celui qui est le plus protecteur envers les salariés les plus précaires. Alors, il y a des choses à améliorer, mais sauf que là, avec la retraite par points, il n'y a plus de trimestre. Les 5%, c'est pour l'un des deux parents. Alors, les trimestres sont remplacés par les points. C'est sauf que on connaît pas la valeur du point et on ne sait pas combien de points vont être alloués. Vous voyez, déjà, c'est un problème. On peut ni dire que c'est une réforme formidable, ni dire que c'est une réforme qui va vers, par contre, les 5% dès le premier enfant, ça, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est plutôt un progrès. C'est au-delà de 3 enfants. Oui, mais attendez, le danger, c'est quoi ? C'est vous allez devoir choisir entre l'homme et la femme. Vous allez plutôt privilégier l'homme, puisque c'est souvent lui qui a un salaire plus élevé. Non, justement, vous pouvez privilégier la femme parce qu'elle va vaut mieux avoir 5% sur un salaire un peu plus élevé que 5% sur un salaire un peu plus bas. Sauf que le problème, c'est que le jour où ça marche plus dans ce couple, le jour où vous séparez, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y en a un qui a 0. Il y en a un qui a 0. Moi, si on prend mon cas, je préfère avoir privilégié ma pension plutôt que celle de mon conjoint, si jamais je me dis qu'un jour je peux me retrouver toute seule. Mais moi, j'aurais préféré que le gouvernement annonce des mesures liées sur le travail des femmes, sur l'égalité salariale, sur le chômage, parce qu'aujourd'hui, les vrais problèmes qu'on a, qui sont liés aux retraites, c'est ces problèmes-là. Le problème démographique que l'on a, notamment sur le régime spécial de la SNCF, c'est pas les cheminots eux-mêmes qui l'ont provoqué, c'est les choix de la direction et du gouvernement de supprimer tous les ans, depuis 25 ans, 2000 à 3000 postes. C'est eux qui ont créé ce déficit. Maintenant, c'est à eux d'y répondre. C'est quand même pas à nous d'en payer les pots cassés. Il y a aussi un aspect démographique. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 cheminots retraités pour 150 000 actifs. Forcément, on se doute bien que ça crée un déficit. Donc il faut réformer, c'est comme les mineurs, mais pour le coup, il y a certains régimes spéciaux qui sont tout à fait légitimes. Quand vous avez plus que 800 mineurs, je crois, pour 140 ou 150 000 retraités mineurs, il faut bien que le gouvernement, l'État et les Français aident pour les retraites. Mais il y a quand même un aspect démographique, vous ne pouvez pas le nier. Ah mais bien sûr, l'aspect démographique, on ne le dit pas, au contraire. Voilà, qui nécessite des adaptations. Au contraire, nous on le dit clairement. Si il y avait autant d'actifs que de retraités, le régime spécial des cheminots, il serait largement bénéficiaire. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait moins de voyageurs qui prennent le train, j'ai pas l'impression qu'il y ait moins de trains qui circulent, j'ai pas l'impression qu'on fasse moins de chiffre d'affaires. Il y a un moment, il va falloir regarder tout ça. Moi, j'ai juste une petite question, on va dire stratégique pour la CGT, parce que quand j'écoute Philippe Martinez depuis le début, et les dirigeants de la CGT, je me pose une question sur la sortie de crise. Vous êtes d'accord qu'il faut bien toujours quand même une sortie de crise, que les uns et les autres puissent sauver la face vis-à-vis notamment de leurs troupes et des uns et des autres, vous qui faites grève pour ne pas avoir fait grève pour rien. Et le fait de dire à la CGT, c'est soit le retrait, soit rien, où vous n'avez même pas une marge de négociation, où vous pouvez dire à vos adhérents, à la fin, on a quand même obtenu quelque chose, si vous croyez au retrait ou pas ? Parce bien sûr. Vous croyez au retrait. Et vous savez que mais bien sûr. Vous l'obtiendrez pas. On va dire que c'est pas l'hypothèse la plus probable. Non mais on va dire que c'est pas l'hypothèse la plus probable. Si c'est pas retiré en janvier-février, vous vous rendez compte, vous n'aurez même pas laissé une petite marge en disant à tous, on a quand même obtenu un petit peu de concession. C'est dur pour vous, non ? C'est pas dur. Je pense que les gens ont bien conscience quand même des annonces et des petites avancées qui ont été faites. Voilà. Mais donc ça marche la grève et vous avez des petites avancées. Bien sûr. Mais par contre, l'objectif numéro 1 et qui fait qu'aujourd'hui on est au 19e jour de grève et qu'on continuera le temps qu'il faudra, c'est bel et bien le retrait. C'est bel et bien le fait que ce système de retraite par points, nous n'en voulons pas. Nous estimons
qui n'a pas lieu d'être. Nous estimons qu'aujourd'hui, le système que nous avons, il fonctionne très bien. Il y a des choses à revoir parce que même les 1 000 € qui sont promis pour une question de pension complète, alors c'est pareil, pension complète, ça veut rien dire puisque aujourd'hui il n'y a plus de trimestre. Nous, on le dit, on ne peut pas avoir un montant qui est en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, je veux dire, si 1 000 €, on se dit c'est du progrès social. Et pareil, ça va peut-être évoluer. Mais vous savez que vous allez obtenir des choses là-dessus. J'espère, mais en attendant, on n'a rien. On a quand même eu 2 ans de discussion. 2 ans de discussion. Un ultimatum posé le 13 septembre pour une grève dure à partir du 5 décembre. Et là, la seule chose qu'on nous annonce, c'est un calendrier. Alors regardez ce que dit un CGT cheminot dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. Nous avons négocié avec un pistolet sur la tempe. L'image est très forte, alors que nous avions besoin de temps. Que veut le gouvernement? Qu'on se coupe de notre base et qu'on se retrouve avec un mouvement hors de contrôle comme celui des Gilets jaunes? Ça serait possible? Ah mais clairement, oui. Clairement, c'est très probablement ce qui peut arriver. Parce que pourquoi? Vous sentez quoi? Mais parce qu'on est au 19e jour de grève et qu'on voit un gouvernement qui est totalement absent. Alors on a M. Macron qui fait le show au Mali, qui nous explique que les militaires, c'est pas une retraite mais une pension. Mais les enseignants, c'est quoi qu'ils ont alors? C'est une pension aussi. C'est une pension aussi. Ça a été très mal perçu les mots du président de la République. Alors effectivement, il a parlé des militaires. Mais quand il appelle à une trêve, le fait exprès ou si c'est vraiment où il pense bien faire, mais vraiment, c'est des erreurs de communication. Mais c'est pas possible. Sur les militaires, là, sur les militaires, sur sa retraite. Est-ce qu'on lui a demandé qu'il ne profite pas de sa retraite? Qui lui a demandé ça? C'est un journal qui lui a posé la question. Mais franchement. Mais il aurait dit le contraire. Vous auriez hurlé. Mais en plus, non, mais il aurait dit oui, je vais maintenir ma dotation. Qu'ils disent, je serai comme tous les Français, je serai sur le service universel, point barre. Oui, c'est ce qui se passe. Sauf que lui, ce qu'il a dit, c'est je renoncerai à ma retraite. Non, c'est le journal qui a dit ça. C'est le journal, en fait. C'est le journal qui s'est pas exprimé. Dans tous les cas, c'est pas bien malin de parler de ça dans la période, parce que je peux vous dire qu'il y a la grande majorité, vous l'avez mal pris dans vos rangs. La très grande majorité des Français, qui peut aujourd'hui se passer de sa retraite? Qui peut aujourd'hui dire ma retraite, j'en ai pas besoin? C'est pas une retraite, c'est une dotation particulière. C'est pas une retraite. Non. Oui, mais bon, dans tous les cas, c'est de l'argent qui rentre tous les mois. Sur la perception, les différences de perception dans un mouvement comme ça, c'est effectivement, il y a des gens qui peuvent percevoir ça comme ça. Et ça a été perçu comme ça. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Alors après que le journaliste lui a posé la question, c'est une chose. Et il avait qu'à répondre. Je verrai ça en temps et en heure. Vous inquiétez pas. Je ferai comme tous les Français. J'appliquerai ce que j'applique à tous les Français. Franchement, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a besoin de s'étaler plus et puis alors c'est pas lui qui s'étale. Encore une fois, c'est pas lui. Ce sont les services de l'Élysée qui ont été. Il a qu'à faire un démenti, il a qu'à faire des communiqués. Il y a plein de gens. Oui, alors faire un démenti en disant je vais garder ma dotation, peut-être que ça ne passerait pas très bien. Il aurait dit oui. De toute façon, vous auriez critiqué, ou il aurait dit non, vous auriez critiqué. Je trouve ça un peu facile. Juste, vous avez vu qu'il y a eu un sondage fait par Odoxa sur la popularité des syndicats, donc sur la popularité du couple exécutif, des élus en général et des syndicalistes. Regardez, 51% des Français ont une bonne opinion de la CFDT, 43% de la CGT. Ça veut dire qu'il y a un peu plus d'hostilité envers la CGT. Comment est-ce que vous le prenez, vous? Le problème, c'est qu'on nous fait toujours passer un peu pour des gens qui disent non à tout et qui sont vent debout contre toutes les politiques menées depuis des années. Alors c'est vrai, on a un problème avec ces sociétés qu'on veut nous imposer, où nous, on est plus sur une société avec des services publics, avec de la solidarité, avec tout un ensemble. Donc oui, forcément, il y a un affrontement frontal, on va dire, entre ces différents choix de société. Et puis surtout, on nous fait passer un peu pour des arriérés, dans le sens où on dit juste non. Non, c'est non. Sauf que nous, des propositions, par exemple, sur les retraites, on en a plein. Une réforme des retraites, on le dit, il en faut une. Il y a des trous dans les caisses. Il faut bien trouver une solution. Par contre, on ne parle jamais... Vous venez de dire qu'on a le meilleur système au monde possible. Ah, mais on peut l'améliorer. Oui, on peut toujours l'améliorer. Donc vous pensez qu'il y a quand même des trous dans la raquette quand on a créé le régime général, on a gardé les régimes spéciaux dans le but, justement, de faire en sorte que ce régime général aille vers les régimes spéciaux et qui finissent par disparaître. Bon, aujourd'hui, on tire tout le monde vers le bas. Vous voyez, en termes de progrès social, on en est un peu éloigné. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle jamais des propositions de la CGT. On dit jamais la CGT est pour... Si on le dit souvent, pour les 60 ans, les 32 heures, si. Mais je pense que vous pourriez poser la question, par exemple, aux élus de La République En Marche. Je ne sais même pas s'ils savent une seule des propositions de la CGT. Nous, on connaît tous leurs projets, on connaît tous leurs propositions, mais je ne pense pas que... Juste un mot. Et c'est là où il y a un problème. Sur la figure de Philippe Martinez, c'est toujours le même sondage, Odoxa, qui a mesuré les popularités de Laurent Berger et de Philippe Martinez. Et Philippe Martinez a exactement le même niveau d'impopularité qu'Édouard Philippe. Et là, votre réaction ?
Je pense que beaucoup ne connaissent pas M. Martinez. Je pense que de montrer l'image d'un syndicaliste en fait qui est en opposition avec un gouvernement, c'est assez réducteur de sa personne. Avant tout, c'était un salarié qui travaillait chez Renault, qui était cadre chez Renault, et je pense que ça, très peu de gens le savent. Eh bien, on continue. Oui, juste une question. C'est Maurice Thorez, je crois que c'était en 1936, a dit il faut savoir terminer une grève. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est une phrase préhistorique? Oui. Non, je pense qu'il en manque un bout. Ah, alors la suite de la phrase. La suite de la phrase, juste après une courte pause. Juste là, les journalistes qui sont toujours autour de la table. Bérangère Sernon, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les prochains jours? Je pense qu'on va continuer sur le même état d'esprit. La mobilisation est toujours là. Alors tout à l'heure, vous annoncez les chiffres de grévistes. Bon, les chiffres sont tronqués, puisque déjà la SNCF fait des chiffres sur ce qu'on appelle le groupe public ferroviaire, c'est-à-dire en prenant toutes les entreprises privées, toutes les filiales. Donc forcément, ça tronque les chiffres. Et vous avez plutôt quel chiffre? Nous, donc la SNCF communique 9,2% de grévistes aujourd'hui. Vous avez plutôt quel chiffre, vous? Ah bah nous, on est déjà plus sur du 20% que sur du 9%. Et puis surtout au niveau des conducteurs, clairement, si on est à 50%, soit la SNCF est très mauvaise en gestion, soit on ment sur les chiffres. Voilà. On est plus près des 75% que des 50%. Mais est-ce qu'il y a aussi, vous constatez vous aussi une baisse au fur et à mesure des jours? Ah bah bien sûr, c'est normal. Vous imaginez bien qu'au bout de 19 jours de grève, ça commence à peser dans la besace et tout le monde ne peut pas se permettre de faire 19 jours de grève. Voilà, on le sait. Ça va être aussi une grève d'usure et c'est bien pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens donnent aux cagnottes. Les intellectuels d'ailleurs se mobilisent des artistes pour soutenir cette grève parce qu'on le sait, le nerf de la guerre. Comme pour tout, c'est l'argent. C'est l'argent. Et en effet, au bout de 19 jours de grève, c'est plus de la moitié du salaire qui est parti dans ce mouvement. Et faut tenir. Faut tenir et c'est compliqué. On s'achemine vers d'ores et déjà l'une des grèves les plus longues de ces dernières années. Alors, on a fait un peu le décompte. On est parti de l'hiver 86-87. Elle avait duré à l'époque 28 jours. En 1995, ça avait duré 22 jours. Non, on verra le calendrier tout à l'heure. Les grèves, donc 28 jours en 86-87, 22 en 95, ainsi de suite. On a aussi connu la grève perlée de l'année dernière. Ça avait duré en tout 38 jours, mais c'était un peu spécifique. Là, on en est à 19 jours. On sait que ça va continuer. Donc vous êtes prêts, vous, à vous dire que ça va être peut-être on va battre les records? L'objectif, c'est pas de battre des records. Au contraire, le but, c'est que ça se finisse le plus rapidement possible et que tout le monde puisse retourner au boulot et puisse faire passer de bonnes fêtes à l'ensemble des salariés français. Maintenant, il s'avère qu'on est sur des positions de blocage de la part du gouvernement. On le voit, la seule chose qu'ils arrivent à nous trouver, là, c'est un calendrier. En plus, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur les dates. Ils devaient nous donner ça dans l'après-midi, puis finalement, c'est ce soir, voire même demain. Enfin, on le voit, c'est quand même un drôle de cinéma auquel ils sont en train de jouer. Et maintenant, voilà, on verra bien combien de jours ça va durer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait de cette réforme, même s'il y en a qui ont repris le boulot. C'est pas par gaieté de cœur, bien au contraire. C'est juste que voilà, financièrement, ils ne peuvent plus et c'est très compliqué pour eux. Renaud. Mais est-ce que finalement, la CGT cheminot, vous dites effectivement que certains ne peuvent plus faire grève parce que maintenant ça commence à coûter financièrement. Est-ce qu'à la fois d'un point de vue de l'opinion et d'un point de vue financier, vous n'auriez pas eu intérêt à faire une trêve pendant 10-15 jours et reprendre des forces quelque part et recommencer de votre point de vue la grève début janvier? Pourquoi vous n'avez pas pris cette décision? Est-ce que c'est parce que c'est extrêmement difficile de remotiver des gens quand ils ont repris le travail? Comment ça se passe sur le terrain, ce choix tactique, on va dire? Quand on appelle à une reprise alors que l'on a obtenu des miettes, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose... en plus, faut quand même l'assumer. Quand vous avez des assemblées générales où vous êtes 200, 300, et que les mecs vous disent non, faut pas lâcher, faut tenir. Vous imaginez bien que de dire on fait une trêve les gars et puis on se revoit au mois de janvier. Enfin, je veux dire, il y a un décalage qui est énorme. Il y a un décalage qui est énorme. Et puis on va pas se mentir, on est en période. Vous êtes obligé de suivre un peu le mouvement. C'est pas qu'on est obligé de suivre le mouvement, c'est qu'il nous paraît logique que lorsqu'on est dans un bras de fer, moi je connais pas quelqu'un qui fait un bras de fer et qui dit tiens attends, je vais manger une frite, je vais prendre un coup de flotte et puis on reprend ça derrière. Je veux dire, donc les trêves, ça n'existe pas. Non, mais je vous pose la question aussi pour que nos téléspectateurs comprennent comment ça se passe. Et puis je pense que pour faire une trêve, il faut être deux. J'ai pas l'impression que le gouvernement soit vraiment disposé à faire une trêve. Je vois pas quel signe d'apaisement. Si par exemple, les ministres partent en vacances et qu'il se passe pas grand chose, vous vous dites bon rendez-vous à la rentrée. Là c'est sûrement pas une trêve, c'est plus de la provocation qu'autre chose. Parce qu'en attendant, les usagers des transports, eux, ils morflent sévère quoi. Et si franchement la seule chose qu'ils font, c'est de partir en vacances, d'aller manger tranquillement la dinde et les marrons, et puis de se dire on verra ça à la rentrée.
Mais quel mépris. Ça, je crois que c'est pas Non, d'ailleurs, consigne a été donnée par le Premier ministre. Justement, on va le Vous voir. parlez des usagers, mais il y a les commerçants aussi, donc Claire parle. Bien sûr, mais vous savez, les commerçants, je pense qu'ils ont déjà suffisamment souffert avec le mouvement des Gilets jaunes pour que le gouvernement en remette une couche au mois de décembre. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de sortir cette réforme au mois de décembre? Quel était le besoin? C'est l'UNSA qui a choisi la date du 5 décembre. Oui. Si on est honnête, c'est l'UNSA au départ. Et le gouvernement a accéléré parce qu'il y avait un mouvement social. Parce qu'il devait y avoir des annonces et que ça traînait à sortir et qu'au bout d'un moment, on a dit attendez, ça fait 2 ans qu'on se voit, 23 réunions, il y a un moment, Donc soit vous annoncez des choses, c'est les syndicats soit vous décidez de ne rien faire. Et dans ce cas-là, forcément, le rapport de Levoy a été transmis au mois de juillet. On se doute bien que derrière, en étant nommé au gouvernement, il n'y a pas beaucoup de lignes qui vont bouger. Et nous, on le dit, c'est pas en enlevant quelques pages d'un mauvais livre qu'on en fait un chef-d'œuvre. Ça, c'était pas une base de travail. Pour vous, c'était pas juste une base de travail, le rapport. Mais ce rapport, non. Enfin, je veux dire, on a vécu la réforme du ferroviaire en 2018 avec un rapport. Il n'y a pas une ligne qui a changé entre le rapport et la loi qui a été menée. Alors, si c'est pour attendre la loi, bouger 3 virgules et 2 points, et puis nous dire on a négocié, bon, bah, nous, ça ne nous satisfait pas. Alors simplement, on a vu que la CFDT cheminot, par exemple, disait il y a quelque temps encore, si vous nous accordez la clause du grand-père, donc la fin du régime spécial simplement pour les nouveaux entrants, on n'est plus dans le mouvement, on n'est plus dans la mobilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, à la CGT, on entend bien que vous voulez la retrait pur et simple de cette réforme? Si on vous disait ça, si on vous disait les pensions, elles vont être pour ceux qui aujourd'hui sont en activité, elles resteront au même niveau. La réforme du du régime spécial, elle concerne que les nouveaux entrants. Ça, ce serait pas de nature à vous sortir du conflit, à vous sortir de l'impasse? Ce ne serait pas de nature à nous sortir du conflit. Par contre, ça permettrait quand même d'apaiser certaines choses. Moi, quand je signe un contrat, la moindre des choses, c'est de le respecter. Là, visiblement, le contrat social qui a été passé entre les Français et entre ceux qui ont un régime spécial et le gouvernement, il est tout sauf respecté. Déjà, il y a un problème. Et puis, qu'est-ce qu'il avait besoin de s'attaquer comme ça, frontalement, aux cheminots? À partir du 1er janvier 2020, il n'y a plus de recrutement à statut. Pourquoi il n'a pas fait comme pour les mineurs ou autres? On devenait un régime fermé, je veux dire, on n'emmerdait personne, et puis ça se trouve, la grève aurait été beaucoup moins suivie. Là, une nouvelle fois, on a l'impression que voilà, faut se payer du cheminot, faut se payer du régime spécial. Mais il y avait aussi de la part des syndicats, si on remonte un peu en arrière, l'idée qu'il y aurait une revanche sur la réforme ferroviaire, justement, qui est un petit peu passée de force, et que les cheminots allaient rester en du mal à digérer. Oui, ils ont eu du mal à digérer, avec cette idée qu'il y aurait l'occasion d'une revanche, justement, pour la réforme des retraites. Je ne sais pas si c'est un état d'esprit de revanche ou pas, parce que si c'est une revanche, on est quand même sacrément revanchard, 19 jours, alors qu'on en avait fait quand même 38 en 2018. Je pense que beaucoup imaginaient que les cheminots... Pas sous la même forme du tout. Comment? Pas du tout sous la même forme. Oui, mais bon, en attendant, ça fait quand même 38 jours de moins sur la fiche de paye, même si c'est étalé sur 3 mois. Mais beaucoup imaginaient que les cheminots allaient avoir les reins cassés et ça allait être très compliqué pour repartir. Bon, bah, mauvaise surprise pour ce gouvernement. Je ne pense pas qu'il y a un esprit de revanche. Par contre, il y a un climat social à la SNCF qui s'est très détérioré ces derniers mois, ces dernières années, avec un Guillaume Pépi qui n'a fait que d'allumer des feux partout et qui est parti en roue libre complet, en disant de toute façon un contrôleur dans un train, de toute façon ça sert à rien. Vous voyez le genre de petite phrase qui a pu ulcérer tout le monde. Et puis oui, de pointer systématiquement du doigt les cheminots, au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-bol, quoi. On nous fait passer pour des privilégiés, on nous fait passer pour des gens qui partent à 52 ou 57 ans en retraite, alors que c'est pas du tout le cas. Vous voyez, c'est tout un tas de choses. Et puis là, bim, période de fête de Noël, on se rend compte que finalement, lorsqu'il n'y a plus de cheminots, il n'y a plus de train, quand il n'y a plus d'agents RATP, il n'y a plus de métro, plus de bus, et quand il n'y a plus d'agents électriciens, il n'y a plus de jus. Et justement, il y a un nouveau patron à la SNCF, donc est-ce qu'avec lui, vous pouvez renouer un dialogue plus serein peut-être? J'espère. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Je ne vais pas vous cacher que c'est un peu mal parti, dans le sens où, pour ma part, je l'ai interpellé en gare de Lyon dès le premier jour. Il m'a expliqué que le sujet des retraites, ça ne le concernait pas et qu'il n'avait rien à voir et qu'il fallait qu'on se démêrouille avec le gouvernement. Bon, 15 jours après, on nous explique que maintenant, il faut négocier en entreprise. Vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un gros sujet qui est une conséquence de 2018, qui est la convention collective nationale, où le gouvernement a annoncé qu'il fallait une signature au plus tard le 1er janvier de cette année, et qui a finalement donné les clés du camion à l'UTP, en leur disant, bon, vous écrivez, même s'il n'y a pas d'accord, de toute manière, on validera ce que vous avez décidé. À l'UTP, pardon, à l'UTP, pardon, c'est le patronat du ferroviaire. C'est avec eux que négocient les syndicats sur la convention collective. Et je peux vous dire que ça se passe très mal, puisque juste un exemple, sur le nouveau contrat social à la SNCF, on prévoit 3 ans de période d'essai.
Bon, juste, vous avez mis en cause quand même la responsabilité du gouvernement dans cette situation. On regarde le calendrier des prochains jours. Alors effectivement, aujourd'hui, le gouvernement devait donner le nouveau calendrier des discussions. Matignon vient de faire savoir que ce sera plutôt entre ce soir et demain. Après, il y a la reprise des discussions en elles-mêmes. Ce sera la rentrée, le 6 janvier. Puis cette nouvelle journée de manifestation le 9. Et enfin, la présentation du projet de loi le 22 janvier en Conseil des ministres. Est-ce qu'on arrive à voir sur les réseaux sociaux, justement, la faute à qui, cette situation, ou pas? Jusqu'à présent, la faute, quand on interrogeait les Français, ils disaient la faute de ce blocage qui est devenu une situation d'enlisement, c'est davantage imputable au gouvernement par la méthode, non pas par le fait qu'il y ait une réforme. La réforme, grosso modo, elle est comprise dans son, dans son objectif. En revanche, comme il y a des flous, comme il y a eu une pédagogie qui parfois est arrivée un peu tard, après 18 mois, il y a une situation où finalement elle n'a pas été totalement soutenue. Donc c'est plutôt la méthode qui est en cause. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit tous ces éléments. Moi j'avais une question qui était liée à votre intervention, notamment eu égard à ce qu'on a vécu depuis 12 mois avec les Gilets jaunes, où on a vu finalement que les syndicats étaient absents évidemment de ce mouvement-là. Après, ont essayé non pas de le réintégrer, mais de s'insérer pour essayer de le maîtriser. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec cet enlisement, que finalement, à un moment, vos troupes vous échappent ? C'est-à-dire, en d'autres termes, que les troupes continuent à vouloir s'arc-bouter sur un certain nombre de choses, et qu'au moment où il faut peut-être infléchir la position, je ne vais pas dire céder, mais commencer à passer dans une négociation plus souple, peut-être plus constructive, et bien finalement, les troupes vous échappent, et que vous soyez dans une position très inconfortable. Bien sûr, c'est toujours un risque, on le voit, sur chaque gros mouvement social qu'il y a pu y avoir dans ce pays. Vous prenez 95, création de Sudrail à la SNCF, vous prenez 2003, la CFDT qui perd 15% de ses adhérents. Il y a toujours un risque sur un gros conflit social. Maintenant, moi, je ne suis pas marié avec la CGT, je suis adhérent à la CGT. Je défends ses valeurs, je défends ses idées. Le jour où je vois que ça ne va plus, je prendrai la bonne décision. Maintenant, je peux vous assurer que la CGT a toujours agi en responsabilité. On n'emmènera pas les mecs dans le mur, ça c'est clair et net. Maintenant, tant qu'il y aura de la grève, tant qu'il y aura des gens qui seront dans la lutte, tant que cette grève sera... En demandant le retrait, en demandant une position aussi dure. C'est un peu le mur si c'est pas retiré, et ça, c'est pas l'hypothèse la plus probable, encore une fois. Après, je vous rassure, il n'y a pas que la CGT qui demande le retrait. Loin de là. On le voit, même la CFDT cheminot, qui est quand même pas un syndicat révolutionnaire, a dit, pas de trêve, ce qu'on a obtenu, en tout cas ce que l'UNSA a obtenu, ce n'est pas suffisant. Oui, mais la CFDT cheminot est d'accord sur le régime par points. Après, en effet, on n'est pas sur les mêmes revendications, on n'est pas sur la même ligne. Mais dans l'état d'esprit, je peux vous assurer, des salariés qui viennent aux AG, qui se renseignent, qui participent à ce mouvement, dans leur tête, c'est clair, net et précis, c'est le retrait. Je vais poser une question, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, franchement, mais vous demandez le retrait pur et simple. Le gouvernement, on sait que c'est quasiment politiquement impossible qu'il retire son projet. Donc comment ça se termine ? Sachant qu'il y a une date butoir, on l'a vu, au 22 janvier et avec un débat parlementaire en février. Moi, je l'ai dit dès le début de ce conflit, nous sommes sur un choix de société. Oui, mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était quelle est la porte quelle est l'apport de... Vous dites qu'il y en a un qui perd à 100% et l'autre qui gagne à 100%. Donc ça veut dire que vous risquez, vous, de perdre à 100%. Bien sûr. Mais vous savez, s'il y a eu un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il s'est d'abord créé parce que les syndicats, et ça c'est notre responsabilité, on a perdu en crédibilité auprès des salariés. Parce qu'on nous a caricaturés ou parce qu'on n'a pas été assez à l'écoute d'eux ou pas assez présents. Il y a eu un loupé. Il y a eu un gros loupé. Il y a plein de gens qui étaient Gilets jaunes. C'était la première fois qu'ils venaient manifester. Ouais. C'était la première fois qu'ils descendaient dans la rue. Et pourtant, on le voyait, beaucoup de leurs revendications, et notamment, alors tout est parti d'une taxe sur le carburant, et ensuite ça a débordé sur plus de services publics, sur tout un tas de revendications. Une grande partie sur la baisse des impôts. Une grande partie de ces revendications était et faisait partie de ce que revendiquait la CGT depuis des années et des années. L'augmentation des salaires, la CGT l'a toujours revendiqué. Et c'est vrai qu'on a loupé quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi. Et j'espère qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs et qu'on ne va pas se retromper une deuxième fois. Et j'espère que tous ceux qui ont été gilets jaunes un jour, le samedi 28 décembre, ce n'est pas une date choisie par hasard. On espère vraiment que cette convergence, alors ça peut paraître utopique, convergence des luttes, j'entends tout le monde en parler, mais surtout cette convergence de la colère sociale qu'il peut y avoir dans ce pays, converge et aille dans la rue. C'est-à-dire, parce que vous nous avez annoncé une opération, c'est quoi? C'est une manifestation, en fait, le 28. Manifestation. Vous appelez les Gilets jaunes à vous rejoindre samedi, donc? Les Gilets jaunes, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui ne veulent pas de ce monde où on sacrifie des générations pour sauver certaines, on les invite
et on les invite très fortement à descendre dans la rue. Et moi, n'importe quel gouvernement, hein, qu'il soit droite, de gauche ou je ne sais d'où, il n'y en a aucun qui résiste à la pression de la rue. Mais je rebondis une seconde sur ce que vous venez de dire, et moi je trouve votre analyse très intéressante de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est très intéressant, mais est-ce que vous risquez pas, encore une fois, fort de l'analyse que vous avez faite, et qui est sincère, ce que vous dites, le tout ou rien, c'est-à-dire on veut le retrait, si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas retiré, qu'est-ce que beaucoup de gens vont dire? Bon, bah, la CGT, elle a perdu. Elle a demandé le retrait et elle n'a rien obtenu. Alors que quand même, vous allez obtenir des choses. Vous avez déjà obtenu des choses. Et cette pédagogie auprès de certains, si ce n'est un changement de société complète, ça c'est des choix politiques, idéologiques, qui sont légitimes, mais qui ne sont peut-être pas l'objet d'un conflit. C'est peut-être plutôt dans les urnes qu'on fait dans ce cas-là un choix idéologique de changement de société. Ça c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. C'est l'élection présidentielle, voilà. Cette société. Travailler peut-être politiquement à changer de société, mais lors d'une élection. Mais là, dans un conflit social... Encore une fois, est-ce que le risque, c'est pas de faire beaucoup de déçus, dire, ils voulaient le retrait, ils n'ont pas eu. Victoire par chaos du gouvernement, alors que c'est faux. Vous savez très bien en coulisses, vous le savez les uns les autres, y compris avec les dirigeants, que vous négociez et que vous devez sortir quelque part par le haut. Vous prenez un risque quand même là. Bien sûr qu'on prend un risque, mais maintenant... Y compris de défaite par chaos, alors que vous aurez gagné certaines choses, vous aurez obtenu des choses. Mais vous me voyez aller voir... j'ai un petit garçon de 2 ans. Je vais lui raconter quoi comme histoire? Que oui, moi j'ai réussi à gagner et à faire en sorte que ma retraite soit sauvée, alors que lui, eh ben, il aura une retraite par point. Alors on ne connaît même pas la valeur du point. On nous garantit que sa valeur sera que vers le haut. Les promesses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu plein. C'est un changement de monde. J'en ai eu plein. Voilà, on a le meilleur système de retraite. Qu'est-ce qu'on a besoin? Enfin, on doit le rafistoler tous les 5 ans. Hein. Mais le problème, c'est que le problème du rafistolage, c'est que c'est tout sauf pérenne. Et moi, toutes les réformes de retraite que j'ai entendues depuis 93, à chaque fois, c'était pour sauver le système. Exactement. On sauve le système, on sauve le système. Donc il est pas bon, un système qu'on doit changer à chaque fois. Mais comment voulez-vous espérer que ce système soit mieux, sachant qu'il n'y a pas de nouveau financement et qu'il y aura toujours plus de retraités? C'est impossible. C'est impossible. À partir du moment où il n'y a pas de nouveau financement, ce système n'est pas pérenne dans le temps. Et la seule variable qu'il y aura, ce sera la valeur du point. Mais le nouveau financement, ce sera l'allongement du durée de travail, ce sera la baisse des pensions, ce sera tout un ensemble. Malheureusement, il ne va pas sans effort de la part des salariés, des actifs que nous sommes aujourd'hui. Du patronat. Peut-être du patronat via les augmentations de cotisations, mais aussi de notre part. Lutte contre la fraude fiscale, la hausse des cotisations de 0,2 à 0,4 points. Ça représente 1,73 € pour chaque salarié par mois et 2,40 € pour le patron. Je pense qu'il peut largement le faire, ces choses-là. La lutte contre la fraude fiscale, la lutte pour l'égalité salariale, 17 milliards. Oui, vous travaillez plus longtemps. Vous travaillez plus longtemps. Je pense que les Français, si on leur propose ces choix-là, je pense qu'ils vont très rapidement aller vers le fait ils vont préférer que les entreprises payent plus de non, cotisations et donc plus de charges. Je pense qu'il y a des choix de société à faire. Des choix de société à faire pour le financement des retraites, mais comme de la sécurité sociale, etc., etc. Et on le voit bien. On est un pays qui produit de plus en plus de richesses. On ne va pas nous faire croire le contraire, mais dans le même temps, on est le pays d'Europe qui reverse le plus de dividendes aux patrons du CAC 40. Vous imaginez bien que ce décalage, au bout d'un moment, il est plus possible. Il y a quelques années, 50, 60 ans en arrière, on travaillait 7 jours. 7 jours pour le patronat. C'était 7 jours gratos pour le patron. Aujourd'hui, c'est 45 jours. 45. Vous imaginez bien que le décalage... Il y a un moment, ce n'est plus possible. Et il y a un moment, oui, l'argent, il existe et il faut aller le chercher dans les poches de ceux qui l'ont. Vous avez les conséquences sur l'emploi. Vous avez mis en cause la gestion. On nous avait promis juste 1 million d'emplois avec le CICE. Je vous rappelle. Alors, je ne sais pas, ils sont peut-être tous comme Jean-Paul Delevoye en cumulé. Non, c'est l'ancien patron du MEDEF qui disait laissez-nous les rênes libres et on vous... grâce au CICE. Et d'ailleurs, oui, on est à 900 000 créations. Ils l'ont eu, 1 million. J'aimerais bien savoir où. Il y a eu quand on parle d'emploi... il peut se précariser. Quand je parle d'emploi, moi, c'est des emplois en CDI. Pas du CDD ou de l'intérim. Vous avez pointé la mauvaise gestion, selon vous, du gouvernement dans ce dossier. C'est vrai qu'on voit le gouvernement assez mobilisé. Alors, il y a des images qui sont quand même envoyées, et ce n'est pas anodin. On a vu Elisabeth Borne hier sur le terrain aux côtés des agents d'Enedis, parce qu'il y a eu pas mal de foyers privés d'électricité suite à la tempête Fabien. Il y a Agnès Buzyn qui sera tout à l'heure dans un EHPAD. Il y a Édouard Philippe qui fait savoir qu'il y aura la communication de ce nouveau calendrier. Est-ce que ça fait partie de la mobilisation du gouvernement, de cette image? Il faut montrer à tout prix qu'on n'est pas en vacances. Nous aussi, on travaille. C'est ça, là, l'image qui est envoyée ou pas? Oui, c'est l'image qui est envoyée, mais qui est incontournable.
Ouais. C'est impossible que le gouvernement... on évoquait l'idée tout à l'heure, mais c'était plus de l'humour qu'autre chose, que les ministres partent en vacances. C'est totalement invraisemblable. Mais ils vont tous être, au pire, à quelques heures de Paris. Oui, c'est Donc, ça. Mais ils peuvent être en vacances, en train de fêter Noël en famille. Tout. Mais ce qu'ils font, et ils ne peuvent pas ne pas le faire. C'est absolument impossible. Et je maintiens que on peut considérer comme étonnant qu'il n'y ait pas une ou deux réunions, pas le 24 décembre à 23h ou le 31 décembre à 20h, le 26, quoi. mais de négociations. Et qu'effectivement, la date du 6 janvier ou celle du 9 étaient vraiment des dates lointaines compte tenu de ce que les usagers et les commerçants doivent vivre en ce moment. D'autant plus qu'il y a quand même les vœux de la nouvelle année sur lequel le président sera obligé de s'exprimer sur ce sujet-là. Et donc ce point, ce point-là, s'il ne s'est rien passé depuis finalement simplement l'annonce des prochaines réunions et du calendrier, c'est en soi un vrai problème. Le temps, en l'occurrence pour les Français, le temps joue un peu contre le gouvernement du fait de la contrainte à vouloir trouver une solution assez vite. Et du fait que les Français aujourd'hui considèrent que c'est au gouvernement de trouver la bonne méthode pour finir ce conflit. Mais d'après les informations qu'on a pu avoir, lorsque jeudi la réunion s'est terminée, je crois que d'un commun accord, et le gouvernement, et le Premier ministre, et les dirigeants syndicaux, FO, CFDT, CGT ou autres, ont considéré qu'il était temps pour eux, quelque part, les uns les autres, peut-être après un mois et demi, 2 mois de négociations et de fatigue, de faire un peu une pause, voir où on en est. La pause, c'est 20 jours quasiment. Hein. Bon, mais je parle sous votre contrôle, mais est-ce que Philippe Martinez vous a informé pourquoi? Mais je crois que tout le monde était d'accord pour faire cette pause. Non, je suis pas d'accord avec ça. L'intersyndicale, voilà, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a tout un tas de professions qui sont en vacances. Et en effet, ça paraissait très compliqué d'appeler une manifestation d'intersyndicale durant ces vacances-là. Mais je pense pas que la CGT, ou alors il va falloir montrer un document ou un papier qui. Non, c'est une question que je vous pose. Hein. Honnêtement, je vois mal M. Martinez, qui est à la tête de ce conflit depuis le début, dire bon les gars, on fait une petite pause. Pas depuis le début, c'est l'UNSA qui l'a lancé. Chacun se ressource, et puis moi pendant ce temps-là, je dis à mes gars sur le terrain, pas de trêve. Enfin, vous voyez. D'accord. Je vous ai coupé la parole tout à l'heure à la pause. Oui. Une grève, il faut savoir la terminer. Lorsqu'on en a obtenu satisfaction. Et une autre de M. Ambroise Croizat qui disait ce n'est pas des acquis sociaux que vous avez, mais des conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Donc il ne faut pas perdre ses conquêtes. Exactement. Les fêtes de Noël, vous les passez où? Les fêtes de Noël, je les passerai avec les grévistes, voilà, sur le piquet de grève à partir de demain matin. Et puis je vais quand même essayer de profiter un peu de ma famille le 25 à midi. Voilà, pour une fois que je vais pouvoir passer une fête, voire peut-être mes 2 fêtes en famille, parce qu'il ne faut pas oublier sinon que les cheminots... Sinon vous êtes sur les rails. Exactement, il ne faut pas oublier que les cheminots, mais comme tous les agents du service public quasiment, c'est à minima une fête sur 2 passée au travail. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions.